Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes la journée mondiale de la lutte contre les méningites. Et pour aborder ce sujet, je reçois le docteur Roux Alexandra, que vous avez découvert sur les ondes de Radio JM, dans l'émission Les interviews santé de Rebecca. Bonjour Alexandra. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'être venue. Du coup, aujourd'hui, sur les chaînes YouTube et Spotify, RBK, les interviews de RBK. Alors, comme je disais, on va parler de la méningite. Quels sont les principaux symptômes de la méningite et comment les reconnaître? Alors, les principaux symptômes de la méningite se résument dans ce qu'on appelle le syndrome méningé, concrètement qui comprend tous ces symptômes-là, donc des céphalées, donc des maux de tête, une photophobie, c'est-à-dire une forte sensibilité à la lumière, une fièvre qui peut être élevée, associée à des nausées, des vomissements et également une raideur de la nuque. Peuvent s'y associer des troubles de la conscience, de la vigilance et une confusion dans les cas plus importants. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est exactement la méningite et comment elle se développe? La méningite, c'est donc une inflammation des méninges. Les méninges, c'est l'enveloppe qui entoure l'intégralité du système nerveux central, qui est constitué du cerveau et de la moelle épinière. Donc les méningites se développent par l'intrusion d'un agent pathogène dans cette structure que l'on appelle les méninges. Ces agents peuvent être des virus, des bactéries, plus rarement des champignons ou même des parasites. Ces agents infectieux se propagent à partir de l'environnement, également via des infections sanguines ou par contiguïté, par exemple en cas d'infection ORL telles que des sinusites qui seraient mal traitées. Aujourd'hui, nous n'aborderons pas dans l'émission les autres cas de méningite non infectieuses, mais qui seraient par exemple des méningites carcinomateuses liées au cancer. Mais la prise en charge est complètement différente. Alors, en France, chaque année, quel est le pourcentage de cas de méningite, enfants et adultes? Alors, ce chiffre est finalement très bas en termes Mhm. de statistiques pures. On l'estime à 0,002% par an dans la population, mais Âge finalement, confondu, tout enfants, âge tout âge confondu, confondu. tout âge confondu. Mais il a peu de valeur si on ne différencie pas les méningites virales des méningites bactériennes, car elles n'ont pas la même gravité ni la même implication épidémiologique et ce ne sont pas les mêmes populations touchées entre les jeunes enfants et les personnes plus âgées. 80% des méningites sont des méningites qu'on estime virales, mais l'évolution est le plus souvent bénigne et donc le chiffre est très probablement sous-évalué et elles peuvent survenir à tous les âges. Les méningites bactériennes, elles, sont moins fréquentes mais plus graves. On estime 700 cas de méningite à pneumocoque qui sont survenus principalement chez l'adulte immunodéprimé en 2023. En 2023 également, on estime que les méningites à méningocoque ont touché 560 personnes, qui sont principalement des nourrissons et des personnes âgées, donc les âges plutôt extrêmes de la vie. Et il est important de noter que cette fréquence s'est majorée de 72% par rapport à l'année 2022, probablement à cause de la diminution de la couverture vaccinale dans la population. Alors, quels sont les différents types de méningite et quelles sont leurs causes? Donc, le principal type de méningite, ce sont les méningites infectieuses. Donc, parmi les bactéries fréquemment impliquées, on a le méningocoque, le pneumocoque, la listeria, l'hémophilus influenza B. Les méningites virales, les plus fréquentes vont être liées à la grippe, au virus du zona varicelle, à l'entérovirus ou à l'herpès virus de type 1 ou 2. Et plus rarement, donc, les méningites peuvent être fongiques, donc en lien avec un champignon comme le candida et l'aspergillus. Ensuite, on pourra nommer les méningites donc carcinomateuses liées à des cellules cancéreuses et donc ce qu'on appelle les méningoencéphalites auto-immunes. Donc là, ce sont des anticorps qui viennent s'attaquer aux méninges et au cerveau, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, comment se fait le diagnostic de la méningite et quels sont les tests utilisés pour le confirmer, s'il te plaît? Alors, le principal outil diagnostique, ce sera la ponction lombaire, avant même la réalisation d'une imagerie. La ponction lombaire, donc, c'est une piqûre au bas du dos, à un endroit où il n'y a plus de moelle épinière, mais il y a toujours du liquide céphalorachidien qui va permettre de récupérer ce liquide qui est au contact de la méninge afin de rechercher à l'intérieur des marqueurs de l'inflammation et idéalement d'identifier l'agent pathogène pour pouvoir traiter au mieux. Cette ponction lombaire doit être faite très rapidement. Parfois, en cas d'extrême urgence et de suspicion clinique importante, on peut même administrer les antibiotiques avant de réaliser la ponction lombaire si on pense que ça va faire perdre du temps de prise en charge. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la ponction lombaire? Parce que c'est quand même un examen qui...
Alors, c'est un Qui examen fait quand même très peur. c'est un examen c'est... qui peut faire peur. Ouais. Il faut savoir tout de même que c'est un examen, donc c'est une piqûre, mais on pique à un endroit où il n'y a plus de moelle épinière, donc il n'y a pas de risque de lésion de la moelle. Souvent, ça fait pas si mal qu'on le pense. La principale contre-indication dans les cas des méningites, ce sera en cas de suspicion de ce qu'on appelle un engagement cérébral. Ce serait s'il y avait une lésion cérébrale en lien avec la méningite, par exemple un abcès, qui appuie à l'intérieur du cerveau. Le risque en faisant une ponction lombaire, c'est d'aggraver cet engagement cérébral qui peut avoir un pronostic catastrophique. Sinon, la seule contre-indication, ce sera des troubles de la coagulation, par exemple quelqu'un sous anticoagulant ou avec des problèmes intrinsèques de plaquettes. Il faut, en cas de doute sur l'existence d'un engagement cérébral, donc s'il existe des signes de confusion, des troubles de vigilance ou des symptômes neurologiques très focaux, il faut réaliser une imagerie cérébrale avant de faire la ponction lombaire. Mais finalement, dans la méningite, la place de l'imagerie n'est vraiment pas en première intention. On ne fera une imagerie en urgence et en première intention que avant la ponction lombaire si on a un doute sur un engagement cérébral possible. J'ai une petite question Oui. qui me vient là. Quand on accouche, avant la pose de la péridurale, on nous demande, enfin, en tout cas moi on m'a demandé, si j'avais eu une ponction lombaire. Pourquoi? Parce qu'on pique aux mêmes endroits. Je pense que c'est plutôt pour certaines personnes sont difficiles à piquer, surtout les personnes qui vont avoir des lordoses, scoliose ou de l'arthrose au niveau de l'endroit où on pique. C'est pour avoir une idée, je pense, de la difficulté à laquelle s'attendre Ok. pour faire pour faire la piqûre. Alors, quels sont les traitements disponibles pour la méningite et comment agissent-ils sur l'organisme? Donc, les traitements sont principalement les antibiotiques dans le cas des méningites bactériennes. Ils doivent être administrés le plus rapidement possible. Donc, comme je le disais, même parfois avant la réalisation de la ponction lombaire, si on n'a pas de doute diagnostique. Au début, on commence par des antibiotiques, on va dire probabilistes, et ensuite, grâce au résultat de la ponction lombaire, on peut adapter plus finement l'antibiotique pour viser spécifiquement le germe. Ils agissent donc en détruisant les bactéries. Il faut aussi se méfier de l'usage des antibiotiques qui ensuite risquent de faire émerger des résistances de ces bactéries. Se discute souvent l'adjonction de cortisone au moment de l'administration de l'antibiotique dans le traitement des méningites, encore une fois, bactériennes. Pour les méningites virales, il n'y a pas de traitement spécifique. On peut utiliser parfois des antiviraux tels que la cyclovir lorsqu'on a affaire à des méningites à herpès ou à virus varicelle zona. Ça se discute. Et également, toujours garder en tête les traitements de prévention qui sont importants, donc les vaccins, surtout dans des populations qui sont les plus à risque. On va y revenir. Justement, quels sont les groupes de population plus à risque de contracter la méningite et pourquoi? Alors, ce sont les extrêmes de la vie, donc surtout les jeunes enfants et les personnes âgées et également donc les personnes immunodéprimées, donc immunodéprimées en raison de maladies auto-immunes par exemple, des personnes qui ont des chimiothérapies, des personnes qui peuvent avoir également une ablation de rate, qui sont plus à même de faire des infections à pneumocoque, à méningocoque, donc on va les vacciner de façon systématique. Globalement, ce sont les populations qui ont des défenses immunitaires un peu moins performantes et qui risquent de développer les formes les plus graves de méningite. Quels sont les risques associés à la méningite et donc les complications possibles? Alors, les complications vont dépendre de l'agent pathogène et du terrain. Donc, comme je le disais, souvent les méningites virales ont peu d'implications, on a de forts maux de tête, mais il n'y a pas d'altération de l'état général et pas de conséquences. Les plus embêtantes, ce sont les méningites bactériennes qui peuvent être sévères et potentiellement engager le pronostic vital si elles ne sont pas traitées rapidement et de façon adéquate. Les principaux risques, ça va être donc le risque de lésions neurologiques. Ces bactéries peuvent endommager le tissu cérébral et peuvent être responsables de déficits neurologiques tels que, sur le long terme, tels que des troubles de l'élocution, des troubles de la motricité, des troubles de mémoire, de concentration, des troubles comportementaux, changement de la personnalité également, et peuvent donner également des lésions épileptogènes séquelaires, donc des personnes qui peuvent devenir épileptiques suite à des méningites. L'autre grosse complication, ce sera le choc septique, si la bactérie ne reste pas limitée au niveau des méninges, mais se propage dans le sang. Donc, un choc septique, c'est une diminution forte de la pression artérielle associée à une dysfonction d'une multitude d'organes qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital.
Un mot du coup à ce sujet sur ce qu'on appelle le purpura fulminans. Donc c'est dans certains cas de méningite bactérienne, surtout à méningocoque. Ce sont des lésions cutanées rouges, très typiques en fait de cette complication. C'est-à-dire qu'il y a souvent un choc hémorragique associé au choc septique. Et donc, en cas de purpura fulminans, le pronostic est très mauvais. C'est surtout dans ces cas-là qu'il faut administrer les antibiotiques, même sans avoir eu aucun résultat de bactériologie. Est-ce qu'il existe des recherches ou des avancées récentes dans le traitement ou la prévention des méningites? Il y a toujours beaucoup de recherches en bactériologie, notamment... surtout, je pense, à cause de l'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, on essaie de nouvelles combinaisons thérapeutiques pour essayer d'améliorer cette prise en charge. L'adjonction de cortisone est une piste qu'on utilise déjà. Là où il y a également beaucoup de recherches, alors c'est pas forcément très récent, ça a été le développement de nouveaux vaccins. Donc on a contre le méningocoque, on a contre le pneumocoque, on a désormais contre l'Haemophilus influenza. L'idée, c'est d'essayer d'offrir surtout une solution de prévention de la survenue de ces méningites, parce que même en les prenant en charge rapidement, il peut y avoir des conséquences neurologiques. Alors pour finir, comment les auditeurs peuvent-ils reconnaître les signes précoces de la méningite et donc agir rapidement en cas de suspicion? Donc, en résumé, les mots-clés dans une méningite, ce sera céphalée fébrile, c'est-à-dire un mal de tête inhabituel dans un contexte de fièvre chez une personne. Fièvre supérieure à combien? Fièvre, la définition de la fièvre, c'est 38,2, donc à moins d'avoir vraiment ostensiblement une grippe et un fond de mal de tête. D'ailleurs, quand on a mal à la tête pendant la grippe, c'est souvent parce qu'il y a une forme de méningite, ou en tout cas une irritation de la méninge associée à la grippe, mais c'est pas grave, ça fait partie de la pathologie. Mais une fièvre supérieure à 38,5 avec un mal de tête inhabituel doit faire suspecter une méningite à plus fort titre si il y a des signes associés comme des nausées, une raideur de nuque, donc quelqu'un qui se plaindrait au niveau de la nuque, et puis évidemment s'il y a un ralentissement, une confusion. Donc vraiment, en cas de mal de tête associé à une fièvre et une grosse fatigue, un ralentissement, une somnolence de la personne, c'est contacter son médecin traitant si le médecin traitant est joignable tout de suite. En cas de doute, je pense qu'il vaut mieux appeler directement le 15 pour contacter le SAMU qui dira vers où se réguler. Et probablement, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible aux urgences pour avoir la ponction lombaire en cas de... s'il doit y avoir une prise en charge adaptée par antibiothérapie rapide. Merci beaucoup, Alexandra, pour ton intervention. De rien. Alors, en conclusion, en 2024, les vaccins contre la méningite continuent de jouer un rôle crucial dans la prévention de cette maladie potentiellement grave. Les autorités sanitaires et les organisations internationales continuent de promouvoir l'accès aux vaccins contre la méningite dans le cadre des efforts visant à réduire l'incidence de cette maladie évitable. Des recherches se poursuivent également pour améliorer l'efficacité des vaccins existants et développer de nouveaux vaccins contre d'autres sérotypes de méningocoques ou d'autres agents pathogènes responsables de méningite. Merci beaucoup à toutes et à tous. Encore une fois, merci beaucoup Alexandra. Merci. Et on se revoit bientôt, soit dans les émissions, donc les interviews de RBK, soit à la radio.